Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. 1994. En 1994, en France, ici à Nantes, il y avait un parc animalier qu'on appelait Bamboula Parc, c'est quoi là? Un parc animalier comme ce qu'on a à Zinari un peu partout là. Et vous êtes très bien. Les gens partaient regarder les animaux, mais vous savez, il y avait quoi dans les parcs en plus? Des Noirs. Oui, une trentaine d'Ivoiriens étaient là-bas. Et c'est des Ivoiriens principalement qui étaient dans le parc pour représenter aussi une race d'animaux. En 1994, le parc était toujours là. Et ce sont les Blancs qui sont battus pour qu'on ferme le parc. Ce n'est pas des Noirs qui sont battus. Vous ne connaissez pas votre histoire. Et vous êtes là, vous aimez ceux qui vous ont opprimé hier. Frère, si on n'a pas décortiqué, les ados moutons là vont monter sur leurs grands chevaux pour dire que IB il a menti. Allez-y sur ma page Babo Fiscone. Dès que j'ai suivi le discours du capitaine Ibrahim Traoré, dès qu'il a parlé de cette histoire nette, je suis allé faire des recherches. Et quand j'ai fait les recherches, effectivement, en 1994, 25 Ivoiriens ont été mobilisés pour les mettre dans ce parc animalier à Nantes, à quelques kilomètres de Nantes. Et ils ont construit un village là-bas qu'on appelait village Bamboula. Village Bamboula. Et c'est dans ce village Bamboula là que les Ivoiriens étaient entassés. 25 Ivoiriens. Là-bas. Allez voir sur ma page Babo Fiscone, page Facebook. Vous allez voir un reportage là-dessus. Mon capitaine, merci. Parce que ça là, moi-même, malgré mes recherches, je n'étais pas encore tombé sur cette histoire. Je n'étais pas encore tombé sur cette histoire. Vraiment, mon capitaine, vous êtes cultivé. Merci. Bravo pour cette culture. Frère, effectivement, des Ivoiriens étaient pris pour aller les entasser dans ce zoo pour amuser les visiteurs, pour égayer les visiteurs blancs. Quand les blancs venaient comme ça, là, on les faisait sortir. Les femmes dansaient nues, bon, à moitié nues. Les seins étaient dénudés. Elles dansaient comme ça. Vous comprenez ça? Et les fillettes, les petits garçons, on les faisait nager. Allez voir sur ma page, vous allez voir un petit reportage. On les faisait nager, on les faisait... C'est-à-dire qu'on les utilisait comme les animaux en réalité. Et vous savez pourquoi on appelait le village Bamboula, l'endroit où on entassait les Ivoiriens là. Vous savez pourquoi on appelait ce coin-là village Bamboula? Bamboula, en réalité, à la base, Bamboula désigne un tam-tam. Dans des langues africaines, c'est-à-dire en Guinée-Bissau par exemple, on appelle tam-tam Bamboula. Mais comme les esclaves, dans les champs là-bas, quand ils voulaient se réunir pour danser, ils utilisaient leur tam-tam, donc ils appelaient ça Bamboula. Donc c'est comme ça que les Blancs, l'esclavagisme, appelaient le regroupement des esclaves là, pour s'amuser, leur danse là, ils appelaient ça Bamboula. Donc, pour eux, c'est des danses sauvages. Vous comprenez ça? Donc, Bamboula prend le sens de sauvage. Vous comprenez? Sinon, à la base, Bamboula, c'est tam-tam. Mais c'est les Blancs là qui ont décontextualisé totalement, d'accord, le sens de Bamboula pour en faire, d'accord, pour donner le sens de sauvage. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un te dit Bamboula, c'est-à-dire qu'il est en train de te mépriser, de te réduire à l'état sauvage. Et c'est un mot raciste.
C'est un mot raciste. Vous comprenez ça? Donc, quand on nomme un village dans un zoo où on entasse les Ivoiriens et puis on donne à ce village-là le nom Bamboula, ça veut dire des sauvages. Vous comprenez? Donc, ça veut dire des sauvages. Et donc, comme ils sont dans un zoo avec des animaux qui sont aussi sauvages, donc ça veut dire que en réalité, eux et puis les animaux, ils sont au même titre, au même pied d'égalité. C'est des sauvages. Et effectivement, c'est des blancs qui se sont insurgés contre cette exploitation humaine en 1994. Effectivement, ça a existé. Vous comprenez? Vraiment, mon capitaine, merci encore. Merci beaucoup. Mais ça là, vous voyez que c'est propre. Vous voyez que les blancs nous considèrent comme des animaux. Vous voyez que les blancs nous considèrent comme des sauvages. Parce que on ne peut, ces blancs-là, ils ne peuvent jamais prendre des blancs pour aller les placer dans un zoo. Jamais de la vie. Il faut des noirs parce qu'ils considèrent les noirs comme des sauvages. Vous comprenez ça? Mais malgré ça, là, malgré cette évidence, il y a des ados moutons qui vont venir sous la vidéo ici pour venir insulter IB, pour moi-même m'insulter, ou pour insulter le président Ali Konan Bédié qui était président en 1994, juste après la mort du feu Boadi, qui se cherchait, dont le pouvoir était en pleine déliquescence à cause de Ouattara, à cause des coups de boutoir suédois de Ouattara et la France. Ça, c'est une réalité. Et c'est en même 1994 là que le franc CFA a été dévalué par Alassane Ouattara et puis la France. C'est ça qui est la vérité. Mais ils viendront nous insulter. Hein. Ils ne vont pas voir ce que les Blancs font. Ils ne vont pas regarder ce que les Blancs font aux Africains. Ils ne vont pas regarder l'état d'esprit des Blancs vis-à-vis des Africains. Le regard des Blancs vis-à-vis des Africains. Ils ne vont pas regarder ça. Hein. Mais ils vont venir nous insulter, nous qui sommes en train de les éveiller. Le syndrome de Stockholm, comme le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit hier dans son discours. Frère, dans la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le peuple africain. Vive Ibé. Vive Tiani. Vive Assimi Goïta. Babo, président de Gaulle, très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble. Merci. Parviennent. Côte d'Ivoire, terre recolonisée par un noir, terre soumise à une capture de l'État par un clan ennemi de l'Afrique, le clan d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé. Le monde tout entier se penche au chevet de notre bonne, chère, grande Côte d'Ivoire en ce week-end, car les images qui nous sont parvenues et qui font le tour du monde sont des images qui blessent l'âme, sont des images qui blessent le cœur, ce sont des images qui blessent la conscience. Le sang coule dans notre cœur. Le 3 juin 2026, des bulldozers escortés par la police débarquent à Koumassi Campement, à Abidjan. En quelques heures, 10 hectares rasés, des centaines de familles à la rue en pleine saison des pluies. L'homme qui a lancé l'opération brandissait un document judiciaire. Le procureur d'Abidjan a démenti quelques jours plus tard, l'autorisation n'existait pas pour cette ampleur de démolition. On va écouter le professeur Franklin Niamsi. Attendez, avant de commencer, je vous demande juste une chose, ouvrez bien les yeux. Concernant Alassane Ouattara, on vous a raconté une histoire, celle d'un sauveur, d'un génie de l'économie. Mais si je vous disais que toute cette façade n'est qu'un immense château de cartes bâties sur 3 actes de naissance différents, oui, vous avez bien entendu. 3, pas 1, pas 2, 3. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Accrochez-vous, parce qu'on plonge aujourd'hui avec le professeur Franklin Niamsi dans l'un des dossiers les plus explosifs de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, un citoyen ivoirien qui a été accueilli dans ce pays à la fin des années 80 par le président
président Houphouët-Boigny, qu'on avait trompé en lui faisant croire que cet homme était un génie de l'économie et qu'il serait capable de redresser la crise de la détérioration des termes internationaux de l'échange. Alassane Ouattara fut intégré dans la nation ivoirienne où il était inconnu au bataillon, que ce soit le bataillon des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, le bataillon des cadres technocrates de Côte d'Ivoire, lui qui fut décoré en 1982 comme citoyen voltaïque dans ce pays. Ouattara fut intégré dans cette nation à partir de 1988-89 avec une mission de technocrate qui prétendait avoir gouverné plus de 200 pays à la Banque mondiale et au FMI, sans oublier la Banque néocoloniale française BCAO. Ouattara fut intégré dans ce pays par l'entre-gens d'un certain nombre de personnes sur lesquelles nous ne reviendrons pas, ce n'est pas nécessaire pour cette émission. Ce qui est important, c'est de savoir que Ouattara a été accueilli. Ce monsieur d'Alassane Dramane Ouattara, quelle que soit la manière d'examiner son cas, il a été accueilli en Côte d'Ivoire. Celui qui vous parle est un citoyen natif de père et de mère du Cameroun. Moi aussi, j'ai été accueilli en Côte d'Ivoire, dans d'autres conditions. Mais lui, Ouattara, tout le monde l'a vu venir. Et tout le monde savait d'où il venait. Il a tout naturellement tenté de réécrire son histoire. Ça a abouti à une cacophonie d'actes de naissance, puisque l'homme a 3 actes de naissance dans la même vie. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est vivant, il est né 3 fois. Même Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'est même pas né 2 fois. Il est né une seule fois. Et il a été ressuscité 1 fois. Mais Ouattara, lui, il est né 3 fois. Un coup dans la région de Bobo-Dioulasso, un autre coup dans la région de Sendou, et puis un autre coup, soi-disant à Dembokro. À chaque fois, c'est le 1er janvier. Lui, il attend toujours le début de l'année pour naître dans un endroit nouveau. Alassane Dramane Ouattara est l'un des plus grands magiciens de l'état civil en Afrique contemporaine. Si on devait mener une enquête sur les mystères de l'état civil africain, il faudrait prendre Alassane Dramane Ouattara comme un cas d'école avec lequel on va former les futurs administrateurs de l'état civil. Arrête-toi une seconde avec moi. Ce que Niamsi décrit là n'est pas une invention de sa part. La controverse autour de la nationalité et des actes de naissance d'Alassane Ouattara est réelle et documentée depuis les années 1990, au cœur même de ce qu'on a appelé la crise de l'ivoirité. C'est un vrai débat de droit constitutionnel ivoirien, pas une rumeur de comptoir. Vous vous rendez compte de l'absurdité? On parle du président d'une nation, pas d'un personnage de fiction. Comment un chef d'État peut-il avoir un état civil aussi flou? Posez-vous la question, les amis. Si votre propre identité change selon le besoin du moment, est-ce qu'on peut vous faire confiance pour gérer les destinées de 30 millions d'Ivoiriens? C'est là qu'on comprend la stratégie. Brouiller les pistes pour régner. C'est du génie tactique, certes, mais c'est une insulte à l'intelligence de tout un peuple. Dans les années 80, le président Thomas Sankara, un temps, avait voulu qu'Alassane Dramane Ouattara, qui avait bénéficié d'une bourse de son pays natal, le Burkina Faso, vienne servir au plus haut niveau de ce Burkina Faso, à l'époque encore Haute-Volta, comme ministre de l'économie. Alassane Ouattara refusa de servir son pays natal car il était destiné, par les plans du néocolonialisme français et de son propre appétit vorace pour ce qui ne lui appartient pas, capturer la Côte d'Ivoire. Oui, certains ne savent peut-être pas que Alassane Ouattara, dans son pays natal, le Burkina Faso, il lui fut proposé d'être ministre de l'économie. Par le gouvernement du président Thomas Sankara, Ouattara refusa, car il savait qu'on ne pouvait pas être un traître à l'Afrique et travailler dans le gouvernement de Sankara. Il refusa la première offre d'intégration dans le monde politique qui lui a été faite. Elle lui a été faite, il faut toujours le rappeler, par l'ancienne Haute-Volta. Elle n'était même pas encore proclamée Burkina Faso par le président Thomas Sankara, qu'Alassane Ouattara, voyant la dynamique révolutionnaire, progressiste et populaire des années 83 à 84, Ouattara a senti qu'il ne pouvait pas survivre. Là où il y avait d'authentiques serviteurs de l'Afrique, il déclina la proposition d'être ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso. Car il avait déjà pactisé avec la domination absolue du dollar, il avait déjà pactisé avec le dieu franc CFA, l'odieuse monnaie criminelle fabriquée par De Gaulle et Jacques Soustel pour voler pendant plus de 70 ans maintenant 15 pays africains. C'est ici que tout se joue. Thomas Sankara, l'homme intègre, lui propose de servir son pays natal, le Burkina. Et Ouattara refuse. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà qu'il ne pouvait pas servir l'Afrique authentique et pactiser avec le néocolonialisme en même temps. Il a choisi son camp dès les années 80. Il a sacrifié ses racines pour un plan bien plus grand, bien plus sombre. Il n'est pas venu pour construire, il est venu pour capturer. Le mot est lâché. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce qu'un homme qui renie sa terre natale peut vraiment aimer celle qu'il a conquise? Lâchez vos avis en commentaire, je veux lire ça. Imaginez, moi, Niamsi Ouattara, fils adoptif de la nation ivoirienne, fils adoptif de la nation malienne, maintenant fils adoptif de la nation burkinabé, dont je suis un officiel. Il y a des gens qui ont oublié. Fils adoptif de la nation nigérienne, dont je suis un fils adoptif.
toutes ces nations où la révolution africaine marche et où les plus hauts dirigeants me considèrent comme leur frère. Imaginez que je m'installe dans un de ces pays et que je me mette à chasser les Ivoiriens de leur pays. Moi, je viens du Cameroun, de père et de mère. Je suis en Côte d'Ivoire, à côté de mon ami, le futur président de la République de Côte d'Ivoire, comme vous le savez très bien, c'est Guillaume Kibafori Soro. Imaginez que quand Guillaume Kibafori Soro va arriver au pouvoir, puisque c'est ce qui va arriver, je sois éventuellement, s'il le veut, un de ses conseillers spéciaux. Et que moi, tout mon travail, ce soit de chasser les Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que citoyen adoptif de Côte d'Ivoire peut s'amuser à être le premier à chasser les Ivoiriens de leur propre pays? Est-ce que ça se fait? Est-ce que même au nom du panafricanisme, on peut justifier ça? Non. Imaginez que voici le Mali, ma patrie adoptive malienne. Que moi, ici au Mali, là, je devienne celui qui traque les Maliens pour les chasser de leur propre pays. Astaghfirullah. Comment je peux chasser les Maliens du Mali? Moi qui suis originaire du Cameroun. Imaginez qu'au Burkina Faso, je deviens le meilleur spécialiste pour chasser les Burkinabés du Burkina. Qu'au Niger, où le président Abdourahmane Tiani me fait, comme le président Goïta et Traoré, l'honneur de me recevoir quand ils le peuvent. Imaginez que là-bas, je me spécialise dans l'art de chasser les Nigériens du Niger. Est-ce que ça a un sens? Personne ne comprendrait cela. Quand un pays t'a adopté, c'est pour que tu l'aides à défendre sa souveraineté, que tu participes à la défense de sa dignité, de sa prospérité, que tu sois un frère des jours pairs et des jours impairs. C'est ça le but, non? Mais Alassane Dramane Ouattara, lui, il a été adopté par la Côte d'Ivoire pour le malheur de la Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en guerre. Dès qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, en 1988-89, il a commencé à mettre en application les politiques criminelles du FMI et de la Banque mondiale qui ont dépossédé les Ivoiriens et dépossédé l'État ivoirien d'une bonne partie de ses fleurons qui marchaient le mieux. Il a organisé une privatisation criminelle de l'eau, de l'électricité, du pétrole, du gaz, des marchés publics au profit de ses amis français, occidentaux en général, et moyen-orientaux, sans oublier ses amis maghrébins. Le pillage de l'économie d'État ivoirienne. Voilà ce que le monsieur a fait. Deuxième chose qu'il a faite et que les Ivoiriens n'ont pas intérêt à oublier, il a semé la zizanie à l'intérieur de la nationalité ivoirienne. Car c'est lui qui a créé, en 1991, la carte de séjour des étrangers africains en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qui a jeté le peuple ivoirien contre ses peuples frères. Maliens, Burkinabés, Nigériens, Sénégalais, Ghanéens, Guinéens. Puisque quand il a créé la carte de séjour, les contrôles se sont mis à ostraciser l'Africain de Côte d'Ivoire. Et au passage, tous les Ivoiriens qui ont des noms ressemblant aux noms des étrangers africains de Côte d'Ivoire ont été emballés dedans. Et c'était le but de Ouattara. Car il voulait capturer le nord de la Côte d'Ivoire et en faire son bastion. Il voulait en faire son bastion personnel, à partir duquel il irait à la conquête du pouvoir d'État. Il a créé la carte de séjour. La carte de séjour a créé la crise de l'ivoirité. Et Alassane Dramane Ouattara a profité de la crise de l'ivoirité pour se présenter comme victime de la politique qu'il avait pourtant lui-même ourdi. N'est-ce pas démoniaque comme méthode? Tu crées la carte de séjour. On se met à confondre les Ivoiriens du Nord avec leurs frères maliens, burkinabés, nigériens, sénégalais, guinéens. Et après tu te plains qu'on t'en veut et qu'on te traite d'étrangers en Côte d'Ivoire. Alors que c'est même toi qui as organisé la traite des étrangers en Côte d'Ivoire. Là, il faut le dire clairement, Niamsi est sur un terrain solide. Ouattara a bien été Premier ministre de Côte d'Ivoire de 1990 à 1993 sous Félix Houphouët-Boigny. Et c'est durant cette période que le débat sur le contrôle des étrangers en Côte d'Ivoire prend une nouvelle ampleur institutionnelle. La crise de l'ivoirité qui s'ensuivra dans les années 1990 et 2000 est reconnue par la quasi-totalité des historiens et politologues spécialistes de la Côte d'Ivoire comme l'un des déclencheurs directs de la guerre civile ivoirienne de 2002. C'est un fait solidement établi dans la littérature académique sur ce pays, pas une opinion isolée de Franklin Niamsi. Voilà le poison, la division. Diviser pour mieux régner, c'est la règle numéro 1 du manuel du parfait dictateur. En créant cette carte, il a créé l'ivoirité, il a créé la haine entre frères. Et le plus ironique, il a utilisé cette même crise qu'il a créée pour se victimiser. C'est machiavélique. Il allume l'incendie, puis il joue les pompiers pour se faire élire. Les Ivoiriens, ouvrez les yeux. On vous a monté les uns contre les autres pour qu'un seul homme puisse ramasser la mise. On avance. Et par la suite, ce monsieur-là, troisième élément important, il a déstabilisé ce pays tout le temps, depuis 1989 jusqu'à son arrivée au pouvoir en 2011. Alassane Ouattara est derrière toutes les déstabilisations. 1993, tentative de coup d'État. Il a voulu usurper et violer la Constitution. L'article 11 de la Constitution disait que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit succéder au président de la République en cas de vacance du pouvoir. Ouattara a voulu violer cet article. Il allait voir le chef d'état-major, Robert Gueye. Il allait voir le secrétaire général du parti au pouvoir d'alors, le PDCI-RDA. Il s'appelait Laurent Dona Fologo. Il leur a demandé de violer la Constitution
pour que lui il soit président. Il était soutenu en cela par le président du Conseil économique et social de l'époque, Philippe Grégoire Yassé. Ça, c'est l'histoire. En 1999, c'est Louis Ouattara qui a envoyé sa garde fomenter le coup d'État du 24 décembre contre le président Bédié. Garde personnelle de Ouattara a demandé au général Robert Gueye de prendre les devants parce qu'on ne voulait pas que ce soit vu que c'était un coup d'État de la bande à Ouattara. Mais dès que le général Robert Gueye a songé à s'installer lui-même au pouvoir, c'est Alassane Dramane Ouattara qui s'est mis à chercher à le tuer. Et c'est ce qu'on va appeler, en septembre 2000, le complot du cheval blanc. La résidence de Robert Gueye va être attaquée par les hommes d'Alassane Dramane Ouattara pour le tuer. Robert Gueye va échapper, mais 2 ans plus tard, il n'échappera. Robert Gueye perd l'élection qu'il voulait confisquer contre Laurent Gbagbo, leader du FPI à l'époque. Laurent Gbagbo s'installe au pouvoir, Alassane Ouattara l'attaque. Dès octobre 2000, Ouattara essaye de renverser Gbagbo et d'imposer qu'on réorganise l'élection pour l'introduire à tout prix, puisqu'il en avait été exclu en vertu de l'article 35. La Côte d'Ivoire est toujours, depuis lors, déstabilisée. Janvier 2001, Alassane Ouattara organise le coup d'État de la Mercedes noire. Ça, c'est le 6-7 janvier 2001. C'est lui. C'est toujours sa garde, à l'époque incarné par Ibrahim Koulibaly, dit IB, qui tente ce coup d'État. Le coup d'État échoue. En 2002, cette fois-ci sous la coordination de l'ancien secrétaire général de la FESI, Guillaume Kibafori Soro, qui depuis lors s'en est mordu les doigts. Le coup d'État de 2002, c'est pour Ouattara. C'est pour l'aider, lui qui se plaignait d'être exclu, d'être chassé, lui qui s'est fait indemniser un nombre de fois incalculable, la réparation et la reconstruction de sa maison en Côte d'Ivoire, parce que il avait été chassé de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous rendez compte que ce monsieur-là a été plusieurs fois chassé de Côte d'Ivoire et que l'État de Côte d'Ivoire a eu la gentillesse de lui redonner une maison, de reconstruire même sa maison. Alassane Ouattara a été payé par l'État de Côte d'Ivoire pour réparer sa maison. Le président Laurent Gbagbo, exerçant le pouvoir, a permis à Ouattara de recouvrer ses droits et même d'avoir des papiers. C'est ce monsieur-là, je suis en train de vous raconter son histoire. C'est lui qui chasse les Ivoiriens de chez eux. C'est lui qui déloge les Ivoiriens. C'est lui qui laisse dormir les Ivoiriens à la belle étoile après avoir cassé leur maison aujourd'hui. C'est lui qui fait que des Ivoiriens s'en vont dormir sur les dalles des cimetières. Quel malheur a frappé la Côte d'Ivoire. Donc ce monsieur-là, en 2002, en 2010, je ne parle pas encore de 2011, je ne parle même pas de fin 2010. En 2010, au mois de février, Alassane Ouattara veut absolument que Guillaume Kibafori Soro, qui est alors Premier ministre Laurent Gbagbo, patron des forces nouvelles, déclenche la guerre. Il veut qu'il déclenche la guerre contre le régime du président Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo vient de dissoudre la commission électorale indépendante, où Mande Begré avait truqué les listes. Parce que Laurent Gbagbo venait aussi de dissoudre le gouvernement. Alassane Ouattara fait mener une campagne incroyable dans les réseaux sociaux, les médias, pour dire que si Guillaume Soro accepte d'être reconduit Premier ministre selon les termes de l'accord de Ouagadougou, ce Guillaume Soro qu'il a failli faire assassiner le 29 juin 2007 sur le tarmac de l'aéroport de Bouaké, parce qu'il a accepté de dialoguer et de trouver un consensus, un compromis avec Laurent Gbagbo. Ouattara dit en 2010, mois de février, que si Guillaume Soro ne reprend pas les armes pour chasser Laurent Gbagbo et lui l'installer, ça veut dire que Guillaume Soro est un traître. En 2010, Guillaume Soro refuse. À l'époque, le RHDP, qui était une coalition unifiée, dépêche même un certain Patrick Hachi chez Guillaume Soro, dans sa maison de Marcory, pour lui dire il faut que tu reprennes les armes pour renverser Gbagbo par la force. Parce qu'il a dissous la CEI et il a dissous le gouvernement, il ne faut plus accepter de deal avec lui. Guillaume Soro, de mémoire, dit à Patrick Hachi, c'est parce que tu ne sais pas la douleur et la souffrance qu'il y a dans la guerre que tu peux venir comme ça me dire il faut aller faire la guerre. Est-ce que tu as déjà vraiment entendu la détonation d'une munition, le bruit même d'une munition? Tu as bien entendu ça dans ta vie? Patrick Hachi faillit pisser dans ses frocs quand Guillaume Soro lui disait ça ne va pas se passer comme ça, il faut d'abord aller aux élections et ce sont les élections qui vont départager la direction du pays. Fin 2010, Ouattara toujours. Le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire lui dit, bien qu'on ait retranché les voix de 5 à 7 régions du pays, le Conseil constitutionnel lui dit, tu as perdu. Laurent Gbagbo a gagné. Alassane Ouattara préfère obtenir le pouvoir par la voie de la guerre. Il appelle l'ONU, il appelle la France de Sarkozy, qui font donc la guerre à Laurent Gbagbo qui est renversé définitivement le 11 avril 2011. Je viens de vous faire un petit résumé de l'homme qui chasse les Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Un résumé de l'aventure de l'homme qui casse les maisons des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Un petit résumé de l'aventure de l'homme qui est coupable de la prédation foncière la plus inimaginable que le peuple de Côte d'Ivoire ait jamais subi. Lui et son clan se sont accaparés des terres à foison. Ils se sont accaparés de multiples entreprises et même des banques.
allez étudier l'histoire du groupe de bâtiments Batim. Allez étudier l'histoire du martyr de Michel Abrogwa, l'un des plus grands capitaines d'industrie et d'entreprise que la Côte d'Ivoire ait connu, qui se trouvait à la tête du groupe florissant Batim, lorsqu'Alassane Dramane Ouattara et son clan décidèrent de mettre la main sur le groupe et organisèrent son élimination. Je ne vais pas vous parler ici de tous les grands fils de la Côte d'Ivoire qui ont péri dans la main de Ouattara. Ils sont nombreux. Au moins, souvenez-vous que cet homme-là, il est le recordman du nombre de premiers ministres sacrifiés en un mandat. Jamais dans l'histoire de Côte d'Ivoire et jamais dans l'histoire africaine, un chef d'État n'a fait disparaître autant de premiers ministres. Il y en a deux qui sont morts par la faute de Ouattara. Le premier, c'est le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cet homme qui souffrait depuis très longtemps de pathologie cardiaque venait d'être opéré à l'hôpital américain de Paris, à cœur ouvert, pour réparer une énième rechute. Selon tous les médecins assermentés que nous avons consultés, une telle opération et une telle pathologie imposait à ce premier ministre, à M. Amadou Gon Coulibaly, un repos d'au moins 1 an. Une cessation d'activité. Mais Alassane Ouattara força cet homme à jouer au candidat apparent RSDP à l'élection présidentielle 2020. Il le fit revenir avec les fils de son opération qui pendouillaient encore sur sa poitrine. Il le fit revenir à Abidjan. Et cet homme mourut en direct dans les bras de Ouattara, ce qui était le but recherché. L'autocrate de Lagune trouva là un alibi pour violer la constitution ivoirienne au motif que son candidat étant décédé, comme d'ailleurs allait le réitérer son acolyte Macron, le chef de la junte française, son candidat étant décédé et le RSDP étant un ramassis de tarés, il n'y avait personne d'autre qui puisse être candidat du RSDP à l'élection présidentielle 2020 en dehors d'Alassane Dramane Ouattara. C'est qui le meilleur? Disait Alassane Ouattara. C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? Et il répondait lui-même, c'est Ado. Voilà l'homme qui chasse les Ivoiriens de chez eux. Un deuxième premier ministre fut crucifié dans la foulée. Il s'appelle Ahmed Bakayoko. Et c'est lui-même qui nous l'a dit. Dans son dernier soupir, il a dit « Ils m'ont eu ». De qui parlait-il? D'Alassane Dramane Ouattara et de son frère Lafiole. C'est Ahmed Bakayoko, avant de rendre l'âme, il s'est écrié, un peu comme, le Christ s'écria Eli Eli lama sabachthani. Bakayoko, qui était loin d'être tout naturellement un modèle, fut quand même crucifié. Pourquoi? Pour avoir ambitionné, après la mort d'Amadou Gon, d'être le candidat du RSDP. C'est une faute qui lui a coûté sa vie. Et il est mort d'un empoisonnement brutal qui depuis lors consacra la théorie de la fiole. Il s'écria avant d'expirer, ils m'ont eu. De qui parlait-il? Du clan de Ouattara Dramane. Je ne parle pas des autres ministres qui ont disparu dans la foulée. Je ne vous parle pas du préfet Issa Diakité. S'il fallait faire la liste des gens qu'Alassane Ouattara a laissé sur le carreau, a écrasé pour capturer la Côte d'Ivoire, on décréterait un deuil national de moins de 3 mois. Dans ce pays. Un silence pesant. Vous avez entendu ça? Ils m'ont tué. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont les derniers mots d'un homme qui a servi le système jusqu'à ce que le système l'avale. On parle de vies humaines, de piliers de ce pays qui disparaissent étrangement quand ils commencent à devenir gênants ou trop ambitieux. Est-ce qu'on peut encore parler de coïncidence quand le schéma se répète? On est face à un système qui dévore ses propres enfants. Si vous avez des proches, des amis, partagez cette vidéo. Il faut que ça se sache. Ce n'est plus de la politique, c'est de la survie. Donc voilà l'homme, dans sa manière inimitable de s'asseoir, qui jette des centaines de milliers d'Ivoiriens depuis plusieurs années dans les rues. Regardez ce qu'il vient de faire à Koumassi. Est-ce qu'on peut traiter un être humain comme cela? Qui plus est quand on est un président par procuration, un président par importation, un président par déportation, un président par transplantation comme Ouattara Dramane. Est-ce que c'est bien de traiter les gens comme ça dans leur pays? Un pays qui, par césarienne, vous a accueilli. Ce n'est pas bien. Mais cette maltraitance envers le peuple de Côte d'Ivoire est aussi le feu que Dieu Tout-Puissant inflige à tout peuple pour qu'il prenne la responsabilité de se libérer. Tout peuple africain ou humain qui ne prend pas la responsabilité de se libérer se condamne à subir des trucs comme ça, la main, c'est pas dedans. Donc, il fait stratégie, mais et puis il est dans son coin, il continue de faire ses stratégies. Et un jour, ça va s'arranger, ça va aller. On est dedans. Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis en prison en Côte d'Ivoire. D'autres, on a coupé leur tête pour jouer ballon. À cause du 3e mandat, après 4e mandat. Bon. Moi, j'ai une question à poser avant de continuer. Tous ceux qui ont souffert pour les politiciens là, les politiciens ils attendent quoi quand pour sincèrement demander pardon à ces personnes et puis les remercier? Ça, c'est seulement une question.
Je ne sais pas si ce petit chapitre fait partie de la politique. Comme je ne fais pas la politique, moi je ne sais pas. Mais au moins les gens se sont battus pour vous. Ils ont souffert pour vous. Ils ont été en prison. Ils sont en exil. Ils ont tout perdu. Je me demande quand est-ce qu'ils vont être sincères pour savoir qu'il y a des gens qui les ont portés, qui ont sacrifié leur vie, leur avenir, la vie de leurs enfants, de tout. Pendant que eux aujourd'hui ils sont à l'aise, pays que eux sont dedans là, il y en a qui ne peuvent pas rentrer à cause d'eux. Ils dorment en paix. Il y a des gens, eux, ils ne dorment pas en paix à cause d'eux. Ils sont tranquilles. Il y a des gens qui sont en prison à cause d'eux. Je me demande quand est-ce qu'ils vont comprendre que c'est une femme qui les a mis dans le ventre pendant 9 mois. Et cette femme a mis aussi les autres dans leur ventre. Une autre maman aussi a mis son enfant dans son ventre pendant 9 mois. Et que, à un certain moment, ils ne sont pas Dieu. Et qu'ils doivent être humains pour dire merci aux gens, pour penser aux autres. Non, les gens, ce n'est pas leur problème. C'est comment je vais être encore président, comment je vais être ceci. Et ils sont en train de continuer de manipuler les gens. Mais Dieu merci, les yeux des gens s'ouvrent. Moi-même qui suis assis ici là, tu viens me dire encore, il faut aller défendre un tel, je vais te dire, oh mon cher, si c'est affaire d'argent, parce qu'avant j'ai refusé l'argent, on m'a demandé, on m'a proposé l'argent pour défendre le brave Pierre, m'avait proposé enveloppe, mallette, l'argent, tout ça j'ai refusé. J'ai refusé. Donc, là on m'a dit, monsieur, si c'est pour l'argent, c'est un travail. Donne-moi, quand il finit mon travail, je m'en vais. Là au moins tu as eu l'argent dedans. Mais il y a des gens qui n'ont pas pris 1 franc, 5 francs, avec leur cœur, leur âme, leur esprit, ils ont défendu des causes. Et leurs partisans sont en train de manger, eux sont en train de manger, et les autres personnes souffrent, les autres personnes sont interdites de rentrer dans leur pays, sont en exil, sont en prison. Mais après, ils pensent que la vie est normale, quoi. Et ils font encore des discours, oui, c'est ceci, c'est cela, et puis ils pensent qu'on les écoute. Mais on ne vous écoute plus, en fait, quoi. On les écoute plus. Bon. On vous avait dit que M. Draman, 4e mandat là, lui, il ne peut pas faire. Moi, je vous ai dit ça. Il y a beaucoup de gens qui vous ont dit ça. Il est fatigué. Il ne peut pas faire le 4e mandat. Mais le 4e mandat, c'est comme si on l'a obligé de faire acte de présence pour préparer l'arrivée de son fils ou de son petit frère, Ibrahima, qui est la fiole. C'est-à-dire que le 4e mandat, c'est comme si Alassane devenait Jean-Baptiste pour tenir Ibrahim. C'est tout. On vous a expliqué ça. Vous n'avez pas compris. Vous croyez que le 4e mandat là, c'est notre, on va dire quoi, on va le respecter. Le président de la République, son excellence Alassane Dramane Ouattara, qui est encore président, ou Nga Dramane, moi même ma bouche là, qui est encore président. Non. C'est pour préparer l'arrivée de Téné Ibrahim, pour positionner tous ceux qui étaient. Parce que les gens qui sont avec lui disent, si Dramane n'est pas là, nous on est foutus. Oh non, on veut rester là. Donc, 4e mandat, c'est pour enraciner les choses. C'est pour préparer les choses. Pour que, au moment où on va annoncer que Nga Dramane n'est plus là, tout le monde ferme sa bouche. Il y a quelqu'un qui l'a déjà remplacé. On vous a expliqué ça, vous n'avez pas compris. Il y a des gens qui pensent encore, aujourd'hui, ils sont là. Ils sont en train de penser que Alassane Dramane Ouattara est encore le président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas votre président. Hein. Il était votre président. Et pour le 4e mandat, il était le président de passage. Pour préparer l'arrivée de celui qu'ils ont placé. Et c'est ce qui est en train de se faire dans la police. Et moi, je ne vais pas trop parler. Mais je suis venu parler de quelque chose. Je regarde un peu les infos. Il y a des signes que moi je vois. Par exemple, au niveau des religieux, surtout des pasteurs, des évêques évangéliques, regardez un peu les médias. Ils sont en train d'inviter un tel pour venir restaurer leur image. Ils sont en train de faire des réunions par-ci, des rencontres par-là, jusqu'à les gens comme les petits, je dis son nom, non. Ou je dis, ne dis pas. Saint-Esprit à gauche, Saint-Esprit à droite. Est-ce que je dis
Le petit qui a bouffé l'argent du gouvernement jusqu'à là, il dit qu'il est intermédiaire. Le petit que son nom commence par Ba, on a tapé sur tête de quelqu'un. Que coucou petit, petit comme ça là. Que quand tu es debout, lui là, il m'a lancé le défi. Oh, moi, on ne me lance pas de défi. Il m'a lancé le défi. Il n'a pas demandé à Makoso que moi, on ne me lance pas de défi. Il a lancé le défi pour dire qu'il a même menti pour dire qu'il viendra en France. Je l'ai attendu à l'aéroport quand je ne l'ai pas vu. Lui, il va faire ceci, cela. Petit, tu l'entres, et qu'il t'attrape un bon. Tu l'entres, un bon. Pas que nous à gauche, pas que nous à droite. Il finit de te frapper. Et puis après, il dit, mets-toi à genoux, attrape mes pieds et prie pour toi. Et sur ton père spirituel. Tous ceux qui sont là, les vieux à un parle, ils sont assis, et puis on dit, tu es médiateur, tu es en train de les influencer à gauche, à droite, là. Tout cela, c'est des gens qui cherchent ça. C'est des gens assoiffés d'argent d'opposition. Moi, j'en fais pas partie. Moi, tu m'as pas demandé pardon. Je vais te mettre là où tu dois être. Attends seulement. Elle tu entends parler des dramas dans ces temps-ci. Toi-même, tu es au courant. Donc, il est en train de se préparer d'aller. J'ai même vu une publication où il y avait quelqu'un de ma promotion, je ne vais pas dire son nom parce que lui, il m'a rien fait. Quelqu'un de ma promotion qui l'avait incité. Il a traité qu'un moins que rien. Il a sali son nom. Moi, je suis venu faire un live pour défendre la personne. Et là, il prend délégation, il va chez la personne pour dire qu'il est venu demander pardon. Il est venu... Toi, Jonathan, toi, ton cœur, là, toi, tu peux demander pardon. C'est pas que tu sais ce qui arrive. Donc, j'ai remarqué que les gens sont en train de préparer un après-drama. Même dans le milieu évangélique. Ils sont en train de s'organiser. Ils sont en train de... On va créer un comité de ça. On va bloquer ici. On va créer ça. Je vous dis quelque chose. Tous ces murs que vous créez sont des murs éphémères. Le jour qu'un gars drama n'est pas là, et qu'on dit que le gouvernement ivoirien a changé, tous vos murs là, ça sera à refaire. Ça, je vous dis la vérité. Parce que les entités qui sont hors du pays, ça, c'est pas affaire de votre argent. Vous avez l'argent, vous avez tous les protocoles, vous étiez en contact avec tel ministre, tel président, tout ça là, ça va rentrer à terre. Donc, si vous êtes sincère, et que vous voulez demander pardon au peuple de Dieu, au peuple ivoirien, et à ceux que vous avez offensés. Là, je parle, celui qui a des oreilles, il n'a qu'à entendre. Quand tout ça va finir là, je vais vous dire quelque chose de très simple. C'est pas compliqué. Quand on va dire que le drama n'est plus là, Eri Pada va sortir, vous ne pouvez rien contre son onction. Atia normal, Bishop Messi va sortir, vous ne pouvez rien contre l'onction. Quel que soit votre protocole là, si c'est les gens que vous avez là, lui il apprend aussi. Et puis les autres qui sont cachés à côté, qui disent là, ils vont sortir. Donc, tous vos trucs que vous créez, comité de temps, organisation de temps, rassemblement de temps, la tête des évêques chauves, la tête des évêques qui ont porté costume rouge, les ceci, cela, nous, vraiment, on vous regarde, la comédie là, le théâtre là, le film que vous faites là, on vous regarde seulement. On vous regarde. On vous regarde. On vous regarde. Ce que vous faites et puis on sait que vous perdez votre temps, que tout sera à refaire. On vous regarde. On va mettre de l'ordre dans les trucs pastoraux et de l'ordre ici. Vous n'avez pas le monopole. Aujourd'hui, ce qui vous donne à certains d'entre vous le pouvoir, c'est le gouvernement actuel sur qui vous êtes appuyé pour avoir des droits. Sinon, vous n'êtes rien. Et ce que vous créez, on va créer ça ici, président d'un tel, président d'un... Je vous dis la vérité. Soit il y aura une guerre chrétienne en Côte d'Ivoire, soit on va entendre que la première, c'est-à-dire guerre chrétienne, où on dit les chrétiens font la guerre, ça va venir en Côte d'Ivoire. Ou soit, vous allez être intelligent, vous allez vous repentir, vous allez vous asseoir, on va tous s'asseoir, on va jeûner, on va prier, on va invoquer le Seigneur sincèrement pour la Côte d'Ivoire.
Et puis on va restructurer toutes les choses. Comme dans les années 90. Mais ce que vous faites, groupement de ça, ceci, c'est ça. Envoyez votre petit main, Badjamagan, envoyez-le partout. Il n'a qu'à rassembler un tel. Il n'a qu'à prendre tous les ancêtres, anticiper tout ce qu'il faut. Il n'a qu'à prendre tous les évêques constipés, évêques qui a diarrhée, évêques qui est chaud, évêques qui est ceci, cela. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'on entend, on attend, c'est le Père du Seigneur. Père, Père, quand ça sonne Père. Et quand vous voyez que les gens, que vous avez cru que leur pied va jamais arriver là, vous voyez leurs pieds là. Et il parle là. Je suis là. Les autres qui sont dans leur coin, ils sont là. Et papa Ayopo est là. Tous ceux que étaient même, je ne sais pas où, sont là. Tout sera à refaire. Tout sera à refaire. Parce que vous n'aurez jamais le monopole de quoi que ce soit sur l'évangile. Donc, abaissez-vous. Moi, je vous regarde. Et puis, il rigole. Il y a une seule chose dont moi j'ai peur dans la vie. C'est l'onction de Dieu. Et je sais que l'onction est au-dessus de toute stratégie. Donc, je vois les gens, il y a d'autres qui vont chercher Bani Hill, d'autres vont chercher, d'autres vont au Ghana pour aller faire avec tonton William Patakpa, oh, Duncan, grand-père. Alléluia. D'autres vont aussi de l'autre côté aller chercher il y a d'autres qui vont au Ghana, d'autres vont en Afrique du Sud, d'autres vont ceci, chacun est en train de chercher ses alliés. Ils les amènent dans le pays pour influencer les gens, pour faire des trucs. Après, c'est les petites réunions, rassemblement des démons associés aux chrétiens célestes et aux évangéliques. Ils font leurs trucs. Nous, on vous regarde. Au temps de Jésus, il y avait les pharisiens. Au temps de Jésus, il y avait les pharisiens. Il y avait les pharisiens, les scribes, les pharisiens. Jésus disait, vous êtes des tombeaux blanchis. Ils n'ont pas empêché l'accomplissement de la mission de Jésus-Christ. Donc, je vous dis quelque chose. Ce que vous allez faire, puis nous, on va adhérer là. C'est des jeunes nationaux dans le pays. De vrais jeunes, des lamentations, des prières de repentance. Tu es évêque, tu n'es pas évêque, tu es archi-évêque, tu n'es pas archi-évêque. Vous enlevez vos chapeaux, vos tenues, vous vous couchez à terre. Nous jeûnons tous, la nation jeune. On pleure devant l'Éternel. On demande pardon à Dieu pour nos péchés. J'ai péché, vous avez péché. On supplie Dieu. Vos positions que vous avez placées, vous mettez tout de côté. On pleure tous devant l'Éternel. On demande pardon à Dieu de revenir dans notre pays. Nous allons adhérer à cela. Nous allons adhérer à cela. Nous allons le faire tous ensemble. On va s'attraper, on va se réconcilier, on va s'embrasser, on va prier devant Dieu, on va demander pardon à Dieu. Parce que nous tous, on a été bêtes, nous tous, on a été cons, nous tous, on a trahi Dieu, on a fait des choses qui ne sont pas bien, on a insulté, on a gardé des rancunes. Nous tous, on va se repentir. On va demander pardon à Dieu. Là, on va adhérer, on va dire oui, il y a un mouvement de réveil qui commence en Côte d'Ivoire. Mais tout ce que vous êtes en train de faire, les grands passés, appelez un tel, allez-y vous voir là, c'est la comédie. Parce que ce que vous mettez aujourd'hui là, c'est le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, c'est tout. Et le jour que le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara n'est plus là, tout ce que vous allez faire, ça tombe à l'eau. Tout sera à refaire. Je vous le dis et je vous le jure. Mettez tout ce que vous voulez en place. Tout sera à refaire. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui a l'onction de Dieu d'exercer dans ce pays. Et l'onction fera la différence. Maintenant, on dit que c'est déjà presque arrivé. Quand vous voyez les gens se rassembler, il y a des signes qui tombent pas. Ils sont là, ils cherchent, ils font des petits trucs. Ils commencent à s'organiser, se rassembler, faire des petits trucs pour l'après Alassane. Histoire de dire, bon,
ça c'était déjà en place, c'est le gouvernement qui avait fait ça, c'était en place. C'est faux. Ce que vous faites, que ce soit quoi que ce soit, ça sera refait, dissous et refait. Quelle que soit la position que vous avez, et votre argent ne pourra pas changer cela. L'onction fera la différence. Écrivez la date de ce que je suis en train de dire. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'onction, qui ont l'appel de Dieu, qui ont la vraie onction, que vous avez étouffé avec vos clans. Vous avez étouffé avec vos groupes. Vous avez étouffé avec votre pouvoir, avec le gouvernement. Vous avez étouffé des gens qui ont la puissance de Dieu. Vous avez étouffé des gens qui peuvent exercer. À cause de vous, Élie Pada en exil. À cause de vous, des gens qui peuvent démolir les œuvres des ténèbres sont éparpillés, cachés. Parce que vous avez pris la chair des pharisiens. Vous avez pris le tombeau blanchi. Vous avez pris des positions pour étouffer l'onction de Dieu. Les ceux qui ont l'onction, ceux qui ont la puissance de Dieu, ceux qui peuvent démolir les œuvres des ténèbres, sont en danger avec vous. Ils sont cachés. Ils ne peuvent même pas s'exprimer. Et vous avez pris des positions. Et vous faites croire aux gens que ce sont vos tenus, votre argent, votre gloire, vos foules, qui font que vous êtes des hommes de Dieu. Pourtant, vous êtes des manipulateurs, des serviteurs du diable, des orgueilleux, des arrogants, des fanfarons, des gens qui ont oublié de s'humilier, qui n'ont plus peur de Dieu et qui se prennent pour Dieu. Que Dieu nous donne l'envie. Moi, je fais partie de ceux que vous avez cherché à tuer depuis longtemps. Vos attaques, vos prières contre moi, vos actions, j'ai ressenti tout. Mais comme Dieu m'a positionné là, ça ne va pas. Vous-même vous êtes étonné. Comment il est seul, il fait tout ça et puis on n'arrive pas à la voir. Ben, c'est qu'il me suit là. Ceux qui sont à moi sont plus nombreux que ceux qui sont à vous. Vous ne savez pas ça. Maintenant, je vais faire une petite pause. Je vais boire de l'eau. Je vois des images, ça me fait rigoler en même temps. Donc, à tout le monde même là, revenons un peu en arrière. Notre papa Drama, il est où même? Moi, j'ai envie de le voir. Ça veut dire que, s'il vous plaît, faites sortir Draman. Nous tous, on va lui demander pardon. LHDP, partisan de Draman. Je me mets porte-parole de tous ceux qui ont cru à des gens qui ont fait. Faites sortir Draman. Faites l'asseoir sur un fauteuil royal. On va se prosterner sur le plan universel. Mondialement. Nous tous, on va dire, papa Draman, pardon. Ne va pas où tu vas là. Ne va pas où tu vas partir là. Avec rancune. Pardon. Tous les injures que tu as reçues, tous les attaques que tu as reçues, pardon. Nous sommes venus te demander pardon. C'est les gens qui nous ont blagué. C'est les gens qui nous ont trompés. Les gens nous ont fait croire que, ils ont fait que papa pardon. Et puis on va régler le problème avant qu'ils partent. Le monsieur là, il a été attaqué. Il a été attaqué. Il y a des gens qui ont été manipulés pour attaquer, il y a des gens qui l'ont attaqué par conviction, il y a des gens qui l'ont attaqué parce qu'ils croyaient en Gbagbo, et puis ils ne croyaient plus en Gbagbo, d'autres l'ont attaqué parce qu'ils croyaient en Soro, mais ils ne croyaient plus en Soro, d'autres l'ont attaqué parce qu'ils croyaient à un tel, ils ne croient plus, d'autres l'ont attaqué parce qu'ils étaient PDCI, maintenant ils sont plus PDCI, d'autres l'ont attaqué parce qu'on les a dit un jour, oh, lui là, c'est un étranger, d'autres l'ont attaqué parce qu'ils sont levés le matin, ils ont vu son image, on l'a attaqué, mon coin, j'ai attaqué, j'ai attaqué Marvin, on l'a attaqué. Il dit qu'on va devenir camarade à lui, mais on veut savoir il est où. C'est qu'elle a fait ça. On a un président. On a un président. Il a qualité pour faire un 4e mandat. On ne voulait pas, il a insisté, il a pris. Maintenant, on ne le voit pas.